Bonjour Internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être assez importante pour moi, je vais vous parler de beaucoup de choses qui m'enthousiasment énormément et surtout j'ai adoré la préparer. Mais pour bien introduire ce dont il va être question ici, il faut que je vous raconte une petite histoire et il faut que je vous présente quelqu'un. Depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, il y a maintenant plus de 2 ans, j'ai rencontré quantité de personnes, des gens avec qui je discute notamment via mon compte Instagram. Parmi ces gens, il y en a qui le savent pas, mais elles sont devenues des personnes quand même importantes pour moi. Je vais faire défiler des pseudos ici en même temps que je parle, comme ça ce sera une petite déclaration d'amour, d'amitié, d'affection. Je ne sais pas combien de personnes vous êtes à regarder mes vidéos qui vont se reconnaître là-dedans, mais je pense qu'on est nombreux et nombreuses à aimer lire, ou à aimer vraiment certains types de lectures en particulier dont on ne peut pas trop parler autour de nous et avoir cette sorte de passion qui est assez solitaire finalement. De mon côté maintenant je me considère comme hyper chanceuse parce que le premier objectif que j'avais en créant cette chaîne YouTube et en commençant à parler de livres comme ça devant une caméra, c'était de rencontrer des gens avec qui je pourrais parler de bouquins. Et parmi les gens que j'ai rencontrés grâce à mon compte Instagram et grâce à ma chaîne YouTube, il y a Sophie. Sophie et moi, on discute depuis plus de 2 ans maintenant. Elle tient un compte Instagram que je vous encourage à suivre d'ailleurs, dans lequel elle parle, surtout en story, de ses lectures, mais c'est aussi quelqu'un qui est très cinéphile, qui regarde beaucoup de séries, etc. Et avec le temps, on s'est quand même échangé beaucoup de messages. Bref. Un jour, alors je sais plus de quoi on parlait parce que ça renvoie à des stories qui sont plus visibles maintenant, mais bref, un jour, Sophie m'a écrit ce message. Pour ta vidéo, j'ai aussi adoré Jusque dans la Terre, ça rentre dans les Weird Women Writing Weird Stories Elegantly, une catégorie perso, ma préférée. Alors c'est un petit peu compliqué de trouver un équivalent en français du mot weird, mais en gros la catégorie qu'elle décrit, c'est des femmes étranges qui écrivent des histoires étranges avec élégance. Elle ne le savait pas, mais ce jour-là, elle a ouvert une sorte de brèche dans mon cerveau. En fait, quand Sophie a utilisé cette expression, je regardais ma bibliothèque, je regardais mes lectures récentes, mes lectures fréquentes, et je me rendais compte qu'il y avait dans cette formule quelque chose qui capturait peut-être ce qui pourrait définir mon genre de livre préféré. En tout cas, un genre de livre pour lequel j'ai énormément d'affection, et mon but avec cette vidéo, ça va être d'essayer de vous définir ce que c'est. Alors là, je suis devant mon ordinateur et mon objectif, c'était d'essayer de faire une sorte de mood board, de tableau visuel pour montrer ce qui serait un peu pour moi l'esthétique des Weird Women Writing Weird Stuff. Mais en fait, je me rends bien compte que les images que je recherche pour faire ce mood board ne sont pas du tout montrables sur YouTube et qu'il vaut mieux, voilà. On va donc rester sur de la littérature et sur le pouvoir évocateur des mots. Je vais peut-être quand même réussir à intégrer quelques images pas trop trash. Et donc, si je devais faire un genre de mood board des Weird Women Writing Weird Stuff, je parlerais de maisons hantées, je parlerais de déformation physique et donc un peu de body horror, de choses comme ça. Je parlerais de grossesse, de règles, je parlerais de formes modernisées de figures du fantastique comme les vampires, les fantômes. Je parlerai de sexualité et de représentation de la sexualité sur un spectre assez large, c'est-à-dire que on va parler de sexualité queer, mais on va aussi parler de formes de violence dans la sexualité. Là, je me rends compte que rien que le fait d'avoir prononcé autant de fois le mot sexualité ne va sûrement clairement pas me mettre dans les bonnes grâces de l'algorithme. Quand je pense aussi en termes d'univers visuel, je pense aussi à des milieux qui incarnent une forme de réussite sociale. Donc ça va être à la fois des livres qui vont se passer dans des grandes villes comme New York, mais aussi des petites banlieues pavillonnaires, des intérieurs de la classe moyenne, etc. Et qui vont souvent être décrits comme des lieux propices à l'angoisse et anxiogènes parce que le personnage ne s'y sent pas chez lui. Ça va être assez attendu, mais dans mon mood board, il y a aussi l'occulte, la magie, des références à la sorcellerie, des histoires de possession ou d'exorcisme. Et on aura souvent aussi la figure de la nonne ou de la recluse. Là, par exemple, je pense au livre Du domaine des murmures de Carole Martinez. C'est un roman contemporain, mais qui raconte l'histoire d'une jeune fille au Moyen-Âge qui refuse de se marier et qui va donc se retrouver recluse, emmurée, parce qu'elle décide de se marier à Dieu plutôt que de se marier à un homme. Alors en fait, en entendant tout ça, et avec ce mood board, vous allez très certainement vous dire « Ok,
Cette meuf veut juste nous parler de littérature gothique en fait. Pourquoi ne pas aller au plus simple? Pourquoi ne pas l'annoncer telle quelle? Eh bien parce qu'en fait, ce n'est pas si simple. Si je dis que c'est pas si simple, c'est parce que déjà, on va dire les termes. Ce que j'entends quand je parle de Weird Women Writing Weird Books, ça désigne pour moi un genre qui est plutôt contemporain. On parle d'autrices d'aujourd'hui, du XXe siècle et du XXIe siècle. Et personnellement, je considérerais que la queen, celle qui a en quelque sorte annoncé le genre, c'est Daphné du Maurier. Daphné du Maurier, c'est une autrice que j'affectionne vraiment énormément. Je crois que j'en ai quand même déjà pas mal parlé sur cette chaîne. C'est l'une des plus grandes romancières du XXe siècle. Elle était bisexuelle. Il y a un certain nombre de ses textes qui ont été adaptés au cinéma, notamment par Alfred Hitchcock. C'est le cas par exemple de sa nouvelle Les Oiseaux, qui a donné son titre à cet excellent recueil que je vous recommande à fond pour des lectures d'octobre, des lectures un peu spooky. Mais surtout, un de ces textes qui a été adapté par Hitchcock, c'est un texte que, personnellement, je considère comme un de ses joyaux. Il s'agit de Rebecca. Et j'en profite pour passer ce message, si vous êtes du genre à lire, si vous êtes du genre à écouter des meufs comme moi parler sur YouTube, et si visiblement on a quelques goûts en commun, vous et moi, que faites-vous si vous n'avez pas encore lu Rebecca de Daphné du Maurier? Vous avez une dérogation là, il faut faire pause de la vidéo et il faut aller le lire maintenant. Pour en parler très très brièvement, Rebecca c'est un roman néo-gothique sorti en 1938. La narratrice est une jeune femme qui arrive dans un manoir dont l'ancienne propriétaire est morte et en fait on ne connaîtra jamais le nom du personnage principal parce qu'elle sera sans cesse comparée et renvoyée à ce fantôme, cette femme qu'elle a remplacée dans le manoir, Rebecca. On est dans une atmosphère de poussière, de lieu qui est resté figé dans le temps. Il y a cette jeune fille virginale, vierge même dans le sens où elle est inexpérimentée et dans le sens où elle va se retrouver comme une sorte de surface sur laquelle on projette cette femme qu'elle n'est pas, ce fantôme, le fantôme de Rebecca. Alors ici on a tout, hein. On a le manoir, on a la jeune fille, on a le fantôme, on est parfaitement dans l'héritage de ces autrices du female gothique du 19e siècle, comme les sœurs Brontë, comme Mary Shelley, comme Anne Radcliffe, etc. Mais là où Daphné du Maurier, elle se pose pour moi comme une annonciatrice des Weird Women Writing Weird Stuff, c'est parce qu'en fait elle va mobiliser des éléments du gothique dans Rebecca, mais aussi dans ses autres textes, mais avec une modernité. Pour prendre d'autres exemples un petit peu plus contemporains, je dirais que dans les premiers noms qui me viennent quand je parle des Weird Women Writing Weird Stuff, il y a par exemple Mariana Enriquez et Julia Armfield. Ce sont deux autrices dont j'ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne et qui ont en commun d'écrire des nouvelles horrifiques. Alors il y a clairement un héritage gothique dans ce qu'elles écrivent, mais disons que ça prend cadre dans des univers modernes, et surtout, en fait, elles s'emploient à utiliser la peur et l'angoisse dans la fiction pour parler très frontalement de peur et d'angoisse de la vraie vie. Pour prendre l'exemple de Mariana Enriquez, par exemple, elle a écrit ces deux recueils de nouvelles, Ce que nous avons perdu dans le feu et Les dangers de fumer au lit, que moi je considère comme vraiment des petits bijoux horrifiques. Et en fait, Mariana Enriquez, elle modèle des fantômes dans la fiction qui lui permettent de parler des fantômes qui hantent l'histoire contemporaine de l'Argentine. On a des personnages frappés de malédictions qui ont souvent beaucoup à voir avec la pauvreté, avec les persécutions militaires ou avec la violence patriarcale. Dans Les dangers de fumer au lit, et là je pense que vous vous en souviendrez si vous l'avez lu, il y a une nouvelle qui s'appelle « Où es-tu mon cœur ?», qui avait vraiment traumatisé beaucoup de gens, il me semble, et c'est une nouvelle qui parle de fétichisation, de réappropriation de sa sexualité après un trauma. Et globalement, dans toutes ces nouvelles, on a des enfants fantômes, on a des jeunes filles vampires, c'est des nouvelles qui parlent d'anorexie, de santé mentale, de dépression, qui prennent pour décor des parcs, des autoroutes, des bâtiments désaffectés, des banlieues un peu sinistrées. Et en venant piocher dans certains éléments du gothique, comme par exemple dans la figure du vampire, pour moi, Mariana Enriquez, elle permet de parler de fractures entre les mondes, et en fait de parler du monde social, et ça lui permet d'évoquer toutes les victimes non dénombrées de l'histoire de l'Argentine qui reviennent hanter les vivants. Donc oui, pour moi, on peut considérer qu'il y a un héritage du gothique dans ces livres, mais ça va pas s'arrêter là. Et disons que
Pour moi, ce qu'il va y avoir de très très important dans le type de livre que j'essaie d'évoquer, c'est une utilisation très particulière du fantastique pour illustrer ce qui est à mon sens un point de vue féministe. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai lu un essai qui vient de sortir qui s'appelle « Des femmes et du style pour un féministe gaze » de Azélie Fayol. C'est un essai qu'à la base j'avais seulement prévu de feuilleter et qu'en fait j'ai dévoré. Azélie Fayol, c'est une chercheuse en littérature. Son sujet, et là je la cite, page 33, c'est d'essayer de parler de style et d'esthétique élaborée contre la domination masculine, représentant l'expérience sociale de l'appartenance à la classe des femmes qui sont le féministe gaze et le style féministe. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? C'est parce que le premier sujet abordé par Azélie Fayol dans ce livre, c'est le sujet du fantastique. D'après elle, et ça c'est quelque chose qui s'est aussi beaucoup retrouvé dans les études qui ont été faites autour de la littérature gothique, le registre fantastique, il a été un registre ou un genre de prédilection pour beaucoup d'autrices parce qu'il est un moyen de parler de l'expérience des femmes. Le fantastique, c'est beaucoup de choses à la fois, mais c'est surtout l'apparition du surnaturel et très souvent de la peur, dans un espace qui est connu, dans l'espace domestique. Le fantastique, il permet de parler de la peur, mais il permet aussi de parler du doute dans nos perceptions. Les femmes, comme tous les groupes minorisés dans ce monde, ont appris à douter de leurs perceptions. Le fantastique, c'est comme s'il permettait de mettre en scène cette espèce de doute qu'on peut avoir lorsqu'on subit des violences plus ou moins prononcées, plus ou moins invisibles dans notre vie quotidienne. Ce doute de savoir est-ce qu'il est vraiment en train de se passer ce que je pense, est-ce que c'est moi qui ai rêvé, est-ce que tout cela est de ma faute, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de systémique dans ce qui m'arrive. Cet été par exemple j'ai lu le roman Blup. Ici Margot du montage pour une toute petite rectification. Dans cet extrait je ne tiens pas le bon livre dans ma main. Je ne sais pas trop comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte. Je veux parler en réalité de La Maison hantée de Shirley Jackson, qui ressemble beaucoup à la fois plastiquement et aussi au niveau des thèmes, mais ce n'est pas de Nous avons toujours vécu au château qu'il est question ici. Voilà. La Maison hantée de Shirley Jackson. C'est un roman sorti en 1959, c'est de la littérature américaine et vous en avez peut-être entendu parler parce que ça avait été adapté dans une très très bonne série Netflix que j'avais adorée qui s'appelle The Haunting of Hill House. Si vous avez raté ça pour les fêtes d'Halloween, là c'est absolument parfait. Là aussi on est dans du néo-gothique et c'est un texte qui est très 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 troublant. Qui ne plaira pas à tout le monde, je pense. C'est tout simplement l'histoire d'un personnage féminin, Eleanor, qui va se laisser progressivement hanter par une maison dans laquelle elle se trouve pour observer des phénomènes paranormaux avec un groupe de gens, de scientifiques. Il y a une sorte de montée de la peur qui est très bien faite, mais qui est un petit peu sinueuse parce qu'on a du mal à comprendre les personnages. Comme c'est un peu dur de décrire concrètement ce que ça raconte, je dirais que c'est un récit qui est composé d'un sous-texte lesbien, qui est composé de traumatismes, de murmures derrière une porte. Et c'est un récit qui parle aussi de la tentation du suicide. Voilà. Tout ça est très sombre et il y a une sorte d'hermétisme, donc je comprends que ça puisse laisser une partie des lecteurs et des lectrices au bord de la route. Mais disons que moi, ça m'a vraiment fait frémir, ça m'a fait peur et j'ai eu le sentiment que ça parlait à une part hantée de moi-même. Et ce que j'ai ressenti là, le fait que ça parlait à une part hantée de moi-même, j'ai l'impression que c'est ça qui fait un peu la quintessence des Weird Women Writing Weird Books. Parce que dans ce livre, il y a une grosse part de l'étrangeté qui vient du fait qu'on doute aussi des perceptions du personnage. Et pour moi, c'est une très belle mise en image de ce que Azélie Fayol dit dans son essai. En fait, elle parle de ces romans qui sont comme une forme de mise en scène du gaslighting. Le gaslighting, c'est un terme qu'on utilise beaucoup quand on parle des relations toxiques ou des relations de domination. Et en gros, c'est un procédé cognitif qui se met en œuvre lorsque quelqu'un va vous faire douter de vos perceptions, lorsque quelqu'un qui vous fait du mal va vous faire croire qu'en réalité c'est elle la victime et vous l'agresseur, etc. Et donc dans toute cette littérature fantastique écrite par des femmes, il y a une sorte de mise en scène du gaslighting, il y a une sorte de mise en scène en fait de la diffraction, de ce sentiment de fracture avec le réel qui vient quand on vit une violence, quand on vit une oppression, mais qu'en même temps cette violence et cette oppression est niée partout autour de nous. Le genre que j'essaie de définir, il se limite pas forcément au fantastique parce que je trouve qu'il y a des romans qui pourraient entrer dans cette catégorie qui sont pas
à proprement parler fantastique, mais qui mettent eux aussi en scène ce gaslighting et cette espèce de sentiment d'étrangeté. Et c'est par exemple le cas de Affamé de Raven Leilani. Et alors ça, c'est un texte que j'ai lu il y a quelques mois et que j'ai adoré, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de la littérature contemporaine américaine. Et en fait là, il y a un peu tout ce que j'aime dans la littérature contemporaine américaine, c'est-à-dire celle qui tire vraiment à balles réelles sur le American Dream. Dans Affamé, l'autrice met en scène un personnage de jeune femme noire qui va se retrouver dans une relation extrêmement trouble avec un couple hétéro plus âgé qui sont tous les deux blancs. Et on va suivre un peu les déboires de cette jeune femme qui a aussi essayé de s'intégrer dans le milieu de l'édition, où elle était très fréquemment la seule femme noire dans l'environnement. C'est un roman qui parle aussi de précarité. En fait, elle dégringole un petit peu l'ascenseur social parce que des milieux de l'édition, elle se retrouve à faire des livraisons à vélo, puis elle se retrouve au chômage à squatter chez ce couple de blancs. Il y a quelques scènes très étranges, dont une qui se passe dans une morgue avec un médecin légiste. Et en fait, ce qui fait que pour moi c'est un roman weird, c'est qu'il y a vraiment cette espèce d'étrangeté qui vient de l'oppression que subit le personnage et qui la diffracte d'elle-même et de ses perceptions. Il y a comme une sorte de clivage entre ce qu'elle ressent personnellement, de sa propre identité, de ses contours, et ce que le monde extérieur perçoit d'elle. Quelque chose aussi qui m'a frappée, c'est que le personnage principal de Affamé dessine, et il y a plusieurs scènes où on la voit comme ça effectuer des cadrages et poser un regard sur son environnement. Et je me suis rendu compte aussi que ce personnage qui dessine est donc comme une mise en abîme, l'autrice qui met en scène un personnage qui pose son propre regard sur les choses. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ces weird books écrits par des femmes. C'est par exemple le cas dans un recueil de nouvelles que je suis en train de lire, et c'est en lisant ce recueil de nouvelles que je me suis vraiment motivée à faire cette vidéo, qui s'appelle Her Body and Other Parties, de Carmen Maria Machado. Là aussi, on est dans de la littérature contemporaine. Et il y a une première nouvelle qui s'appelle The Husband's Stitch, donc le point du mari. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire cette expression, mais le point du mari, en gros, ça désigne une mutilation qui a été pratiquée, je pense qu'il est peut-être encore pratiquée sur des femmes qui accouchent, et qui consiste en fait, après l'accouchement, à recoudre le vagin de manière un peu plus serrée, avec un point en plus, donc ce qu'on appelle le point du mari. Et donc la première nouvelle porte ce titre. Elle se place complètement, je pense que ça pourrait être le texte qui serait pour moi une sorte de manifeste du Weird Woman Writing Weird Books. C'est une nouvelle qui se place vraiment dans un registre fantastique et qui parle des violences des relations hétérosexuelles. Et le personnage principal du récit, à un moment, se retrouve à une séance de modèle vivant, et elle se rend compte qu'elle est attirée par le modèle, par la femme qu'elle est en train de dessiner. Voilà. Pourquoi pour moi ce texte serait une sorte de manifeste de ce que j'essaie de décrire ici? C'est parce que y a un style qui est très éthéré, il y a comme une forme de blancheur comme ça dans l'écriture, mais qui sert à décrire des choses extrêmement poisseuses. Il y a le fantastique et les fantômes qui reviennent énormément, et surtout parce que c'est une nouvelle qui parle de manière hyper frontale de la violence patriarcale, et qui en parle comme une sorte de violence diffuse, omniprésente, une espèce de terreur qui ne dit pas son nom, quoi. Pour résumer, le point commun le plus important pour moi entre les nouvelles de Carmen Maria Machado et le roman Affamé de Raven Leilani, c'est qu'il n'y a pas nécessairement besoin de verser frontalement dans le surnaturel ou dans le fantastique pour mettre en scène une réalité qui se déforme dans le vécu de certaines oppressions. Et plus que uniquement du fantastique, ce que tous ces livres que j'aime tant ont en commun, selon moi, c'est qu'ils s'inscrivent dans une certaine esthétique de l'étrangeté, une esthétique du weird. Alors, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il existait une sorte de dénomination littéraire, une sorte de catégorie de courant qu'on appelle la weird fiction, qui a donné lieu à un courant plus contemporain qu'on appelle le new weird. Je vous laisserai aller regarder si jamais ça vous intéresse, mais dans les grandes lignes, c'est des catégories littéraires qui sont très larges et qui sont assez vagues, et qui pour moi renferment pas du tout vraiment la spécificité de tout ce que j'essaie de définir ici. Déjà, c'est des courants qui ont beaucoup été théorisés et écrits par des hommes. En fait, concrètement, il y a plusieurs façons de faire du weird, et tous les récits dont je parle ici, ils ont en commun de s'inscrire dans de dénoncer des vécus d'oppression, comme je le disais avant,
Mais ce qu'ils ont aussi de particulier, c'est qu'ils développent une forme de weird qui s'accroche sur des expériences très corporelles. Il y a vraiment une certaine façon de prendre corps et de parler des corps. J'en ai parlé pour plusieurs de ces récits, mais déjà il y a le fait que on a une forme d'étrangeté très particulière qui s'accroche sur des personnages qui vont être coupés de leur perception ou qui ont des problèmes de santé mentale, des choses comme ça. Et en fait, il y a un roman qui m'a beaucoup marqué cette année. Il s'agit de toutes les nuits les amants de l'autrice japonaise Mieko Kawakami. Dans ce roman contemporain, on suit un personnage principal féminin qui souffre d'alcoolisme. Et il y a une narration et une écriture vraiment étrange et assez particulière qui fait que en tant que lecteur ou que lectrice, en fait, on sait pas trop quoi ressentir. Le personnage qui nous raconte l'histoire est coupé de ses propres émotions. En fait, elle décrit beaucoup ce qu'elle voit, c'est un texte qui est assez visuel, on se figure vraiment très bien l'environnement, les espaces, la lumière, etc. D'ailleurs, en le lisant, je me disais souvent que c'était un texte qui ressemblait à un dessin. Mais l'intériorité du personnage nous est coupée et il y a une sorte d'étrangeté et de malaise qui vient de ça. Et finalement, à un moment du récit, il y a un flashback traumatique que je vais pas du tout vous raconter, mais il y a un retour sur un événement au sujet duquel la narratrice dit « Mon corps, abandonné dans cette pièce, devenait comme une planche sans épaisseur, et j'étais comme une image sur un papier cartonné. » Et c'est donc à ce moment du récit qu'on comprend que, en fait, depuis le début, on a affaire à un personnage qui est traumatisé. Et que donc ce côté hyper visuel, cette coupure avec les émotions, c'est comme une sorte de forme qu'a pris le récit, qui épouse le stress post-traumatique du personnage et son état qui est un petit peu dissocié. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est un très bon exemple de cette esthétique weird qui va s'accrocher à des expériences très corporelles. C'est-à-dire que là, on parle pas forcément uniquement d'un traumatisme ou d'une violence, mais on a un récit qui s'ancre vraiment sur l'expérience corporelle du vécu avec la violence ou du vécu après le traumatisme. Et donc pour moi, tous ces livres, ils parlent de ça, ils parlent d'expérience du corps, alors pas seulement pour parler de violence, hein, on a aussi des représentations de la sexualité, des représentations de sexualité queer ou de choses qui vont être réparatrices, émancipatrices. Mais on a aussi du coup cette écriture de la violence et de ce qu'elle produit sur les corps, et je pense que c'est pas pour rien qu'on retrouve beaucoup de body horror par exemple dans ces livres. Et je voulais préciser aussi quelque chose qui me semble vraiment important, parce que là on parle d'autrice, et parce qu'on parle de violence, je voulais juste préciser que, en fait, tout ça ne rentre pas pour moi dans une vision qui serait essentialisante de l'écriture de la violence et des expériences corporelles de la domination. Les femmes trans et les personnes queer de manière générale ont beaucoup apporté dans toute cette écriture très émancipatrice du weird. Et là par exemple il y a un livre dont malheureusement je n'ai entendu parler que trop récemment, et que j'ai très envie de lire, et qui a donc là rejoint ma shortlist personnelle des choses que j'ai très envie de lire pour Halloween. C'est un roman d'horreur contemporain qui s'appelle Tell Me I'm Worthless de Alison Rumfitt. L'autrice y met en scène une relation d'amitié très trouble et traversée par la violence entre une femme trans et une femme cis. Il y a un décor de maison abandonnée, il y a une partie du récit qui se passe pendant leur adolescence, et j'ai cru comprendre que c'était un texte vraiment très trash, très horrifique et très effrayant. Et surtout, ce que j'en ai compris, c'est que le registre horrifique, il va ici vraiment être utilisé par l'autrice pour parler de transphobie, à la fois latente, omniprésente, mais qui s'incarne aussi de manière très concrète dans des relations interpersonnelles. Donc, pour essayer de résumer cette esthétique weird, et quand je parle des corps weird dans cette littérature, c'est pour parler de récits qui proposent une esthétique de l'étrange, une esthétique du malaise, qui puise sa source dans des expériences très corporelles de la domination et qui lui proposent une résistance. Parce qu'il faut pas oublier que le mot weird, à la base, c'est un mot qui peut être utilisé pour qualifier des corps et pour qualifier des personnes. Et donc dans toute cette espèce de réhabilitation de weird, moi j'y vois un peu des formes de réappropriation du stigmate et vraiment des formes de résistance. Dans son livre Des femmes et du style, Azélie Fayol, elle cite l'écrivaine et militante Starhawk avec une phrase qui, je pense, résume très bien ce que j'essaie de dire ici. « Sans nier la lumière, nous réhabilitons l'obscur. » Bon,
Quelle conclusion on peut faire de tout ça? La démarche de cette vidéo, elle était un peu expérimentale, donc j'espère que j'ai réussi à transmettre ce que je voulais transmettre. C'était difficile et honnêtement j'aurais pu évoquer encore plein de choses, enfin là on a parlé beaucoup de fond, de thèmes et d'esthétique, mais j'aurais bien aimé pouvoir aussi parler de la forme. C'est souvent des livres qui ont des formes particulières, déjà on a du format court avec les recueils de nouvelles, mais c'est aussi souvent des récits qui sont un peu sinueux, qui sont pas linéaires, avec des fins ouvertes, des récits enchâssés un peu labyrinthiques. Enfin, là, je pense par exemple au Créateur de poupées de Nina Allan. C'est un livre qui m'avait beaucoup marqué, qui avait fait partie de mes meilleures lectures de 2022. C'est des livres qui peuvent être un peu hermétiques parfois, mais qui ont ça aussi de fascinant. En fait, ils ne donnent pas toutes les clés et ils résistent à la tentation de les enfermer dans quelque chose, ou de les enfermer dans un genre comme ce que j'ai essayé de faire ici. J'aurais pu vous parler encore de plein d'autrices, de Toni Morrison, de Patricia Highsmith, de Joyce Carol Oates, de Yoko Ogawa, de Clarissa Lispector aussi dans une certaine mesure. Ce qui serait chouette, c'est que si tout ce que j'ai dit dans cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à partager dans les commentaires des exemples de livres ou d'autrices que ça vous a évoqué. On pourrait constituer ensemble une sorte de base de données finalement, et même pourquoi pas créer un hashtag sur Instagram. En tout cas moi ça m'a passionnée, et en toute franchise ça m'a même émue d'essayer de nommer tout ça. Et pour terminer, j'ai envie de citer des passages de la conclusion de Azélie Fayol dans Des femmes et du style. Encore une fois, c'est un livre que j'ai adoré, que je recommande à fond et qui ne parle pas du tout uniquement de fantastique et de choses comme ça. C'est assez vaste et c'est vraiment un très 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 beau livre, extrêmement intéressant. Je vais lire dans le désordre, mais dans sa conclusion, elle dit « Nous voulons aussi retrouver les œuvres disparues et ce qui, dans le passé, parlait déjà de nous. Pour éviter ce qu'a connu Despentes et qu'elle raconte dans King Kong Theory, les premières années après le viol, surprise pénible, les livres ne pourront rien pour moi. » La littérature est, comme le pensait Monique Wittig, un cheval de Troie qui périme les vieilles formes et les imaginaires rances. Nous voulons toujours lire nos vieux livres et voir nos vieux films, mais nous ne voulons plus le faire avec les yeux des générations qui nous ont précédés. Nous sommes de notre temps, comme l'écrivait Stendhal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et la nouveauté, c'est que vous pouvez maintenant me soutenir sur Patreon et sur Ko-fi. Alors la semaine prochaine, je sortirai une vidéo spéciale dédiée pour expliquer en détail les raisons de ma démarche et pourquoi j'ai décidé de m'ouvrir sur ces plateformes. Mais ce dont je me rends compte, et ce dont je me suis beaucoup rendu compte en préparant cette vidéo, c'est que en fait, je suis très très attachée à cet espace qui est le mien sur YouTube depuis maintenant 2 ans. Et j'ai vraiment une grande frustration de ne pas pouvoir y consacrer plus de temps, alors que c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. J'ai toujours très envie de faire plein de choses ici, j'ai envie de poster plus fréquemment des updates lecture, des discussions un peu informelles sur la littérature, et aussi de proposer des formats comme celui-ci un peu plus travaillés. Et encore une fois, ce sera expliqué en détail dans une autre vidéo, mais voilà, si ce que je fais ici a de la valeur pour vous, ou si ça en a eu dans le passé, vous pouvez me faire un don régulier sur Patreon à partir de 2 € par mois, ou me faire un don unique sur Ko-fi. Il n'y aura pas de contrepartie spécifique, il n'y aura pas de contenu à 2 vitesses, de contenu en plus pour les personnes qui donnent. L'idée c'est qu'en donnant, vous me permettrez concrètement de faire davantage de vidéos pour vous et pour tout le monde. Je vous remercie énormément si vous m'avez écouté jusqu'ici, et je remercie énormément les personnes qui feront la démarche de soutenir mon travail. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'aimerais ne pas être porte-fée, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière.